Symbole de vie, de sacré, de travail et de partage, le pain constitue la base des repas de nombreuses cultures. Aliment simple et pourtant fondamental, il connaît autant de recettes que d'origines. Mais sa fabrication est depuis longtemps malmenée et uniformisée par la grande industrie alimentaire. Heureusement qu'ils soient paysans ou boulangers, des femmes et des hommes s'évertuent partout à travers le monde à entretenir un savoir-faire millénaire. De l'île de Carpathos en Grèce au contrefort des Pyrénées, des plaines des Pouilles en Italie jusqu'au Jura suisse, nous irons à la rencontre de ces artisans passionnés qui produisent des pains d'exception. Déjà consommé en Mésopotamie, le pain a conquis une grande partie du monde. Devenu au fil des siècles un marqueur de civilisation, il a vu chaque peuple en développer sa propre technique de fabrication. Préparé dans les règles de l'art, dans le respect de la terre et du vivant, il est savoureux d'où qu'il vienne. Jamais autre recette n'a été aussi simple. De la farine, de l'eau et du sel. Les populations qui conservent aujourd'hui encore une forte tradition agricole ont le mieux su perpétuer sans la dévoyer la longue histoire du pain. Nous débutons notre périple en Grèce sur l'île de Carpathos. Dans ces terres émergées de l'archipel du Dodécanèse, situé entre la Crète et Rhodes, le pain est à la fois la nourriture de base et un aliment sacré, que seules fabriquent les femmes. À l'extrémité nord de l'île, le petit port de Diaphanie est la porte d'entrée au village d'Olympos. Cet amphithéâtre de maisons traditionnelles domine d'un côté la mer Égée et de l'autre la rudesse rocheuse de l'Oros. Fondée à l'époque byzantine sur une crête nichée à 320 mètres, la cité était ainsi isolée des pirates, des moustiques, et profitait du vent des hauteurs favorable au fonctionnement des moulins. En plus d'être appétissants, généreux et de pouvoir se conserver longtemps, les pains d'Olympos sont magnifiquement façonnés. Dans cette culture imprégnée de la région grecque orthodoxe, le pain revêt une dimension divine. Lors des offices, il est béni et partagé avec tous les membres de la communauté. Chaque grande famille possède en outre sa propre chapelle. L'île en recense ainsi 280. Autre symbole d'Olympos, les fours à pain se comptent eux aussi par centaines. Pour la confection, les femmes s'occupent de tout. Le relief de Carpathos n'offre que très peu de terres cultivables. Il faut grimper sur quelques kilomètres pour atteindre Avlona, le grenier d'Olympos. Ce vallon a dû être béni des multiples dieux de la mythologie grecque. Malgré la rocaille et la sécheresse, tout y pousse à merveille. Les récoltes ont eu lieu début juin. En ce mois de juillet, Michaélis égrène encore ses épis. Ces graines sont très anciennes. Elles datent de mon arrière-grand-mère, de ma grand-mère, de mon père. C'est du blé et de l'orge. Ici, personne n'arrose. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'humidité naturelle de la nuit suffit à faire pousser tomates, raisins et blé. Nous moissonnons en général en mai et en juin. Puis nous devons battre le grain, on récupère les grains et nous les décortiquons. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de vent au goût de Michaélis. C'est d'ordinaire un précieux allié pour séparer le grain de la paille. Les céréales sont ensuite acheminées vers Olympos, où fourmillait autrefois un nombre impressionnant de moulins chargés de moudre les récoltes. Celui de la famille Pharmakidis est à présent le seul en état de marche. En été, les rafales du Meltem, le vent qui souffle dans la région, peuvent être très puissantes. La nuit, les ailes sont protégées pour être redéployées le matin.
C'est à Vassili, le patriarche de la famille de 84 ans, que ce moulin sans âge doit sa renaissance. Il a fallu au vieil homme beaucoup de patience et de travail pour remettre en route un système de rotation complexe, fait entièrement de bois, pour lequel il n'existe évidemment pas de mode d'emploi. Vassili peut être fier. Non seulement le moulin tourne, mais il moud aussi la farine qu'utilise ensuite sa femme pour préparer le pain. Ce moulin est quelque chose d'important ici, parce qu'il y a beaucoup de moulins en Grèce, mais ils ne fabriquent pas de farine. La quasi-totalité d'entre eux n'est pas en état de marche. C'est une pierre spéciale qui tourne ici. Les autres, leur pierre n'a pas d'aspérité. Elle rejette la farine. Elle ne la conserve pas. Celle-ci est bosselée, ce qui lui permet de broyer les grains tout en conservant la farine. À 74 ans, Sofia, la femme de Vassili, a la main sur tout le processus de fabrication du pain, mais aussi des yahanopita, délicieux chaussons fourrés aux légumes, ou des tourtas au fromage de chèvre. Tous les matins, Sofia répète les mêmes gestes. Elle commence par récupérer le levain naturel qu'elle a rafraîchi la veille. Pour y mélanger à la farine du moulin l'eau de la montagne et une pincée de sel marin. Le blé, il vient de là-haut. C'est le moulin qui le moud avec le vent, avec l'aide de la pierre, bien sûr. Pour moi, le goût est meilleur lorsque c'est écrasé avec la pierre. Ni batteur, ni mélangeur. Tout se fait à la main. Ces femmes sont des paysannes dans l'âme, qui ont toujours travaillé dur. Elles ne profitent même pas de la proximité de la mer, où elles ne se baignent jamais. Ce peuple de montagne n'a pas le pied marin. Sofia va maintenant préformer des boules avant de les laisser reposer. Le four à bois joue sans aucun doute un rôle déterminant dans la réussite de ces pains. Sofia en connaît parfaitement les atouts et les faiblesses. J'utilise essentiellement du bois d'olivier et du bois de pin. Quatre heures plus tard, la pâte a gonflé et le four est à bonne température. Pas besoin de thermomètre, Sofia ne se trompe jamais. À l'aide d'un balai maison, l'artisane repousse les cendres à la périphérie du four. Elle veille aussi à la bonne répartition des pains. Les plus proches des parois seront les plus cuits. Sofia complète la fournée avec des chaussons qu'elle a préparés avec sa fille. Je suis convaincue que notre pain est meilleur, parce qu'il est cuit dans un four à bois. 1h30 plus tard, le pain est prêt. Sofia est allée se reposer, sa fille prend la relève.
La mie est à la fois souple et dense. Le pain va facilement se conserver une semaine. Le cœur du village s'articule autour de l'église. Tout près, les maisons anciennes ont été restaurées et arborent fièrement l'aigle à deux têtes, symbole de l'Empire byzantin passé et emblème présent de l'Église orthodoxe. Aujourd'hui, la cité perd peu à peu ses habitants. Les jeunes lui préfèrent Rhodes et les îles voisines, où il est plus facile de trouver du travail. Mais les traditions d'Olympos sont encore bien préservées. Dans cette maison, une pièce entière est dédiée à la réception des invités, attendue à l'occasion de la grande fête de l'indépendance du pays le 25 mars. Nous remontons le sentier d'Avlona. Chez les Lendakis, Anna, la femme de Michaïlis, prépare un autre pain traditionnel de la région, le koulourès. Autrefois, les bergers emportaient avec eux en montagne ce pain très dur que l'on émiette sur des tomates et de la feta arrosées d'huile d'olive. Pour préparer ce genre de pain, nous utilisons de la farine d'orge blanche mélangée à de la farine d'orge complète, du levain naturel. J'ajoute des épices, clous de girofle, cannelle, noix de muscade. Anna et son mari font partie des 8 habitants qui logent encore au village à l'année. La petite centaine de maisons d'Avlona n'est plus animée que pendant la période des moissons, au début du mois de juin ou durant les week-ends ensoleillés. Les Lendakis ont émigré un temps à Baltimore, sur la côte est des États-Unis, pour y chercher du travail dans les usines textiles, comme beaucoup d'autres habitants de l'île. Finalement, ils ont préféré rentrer dans leur village natal. Nous allons laisser fermenter, attendre que la pâte se lève, puis nous allons allumer notre four et nous y laisserons les pains 24 heures. Contrairement aux grosses boules d'Olympos, le koulourès est réalisé dans un petit format, pour être glissé facilement dans les poches des vêtements ou dans des sacs. Anna y apporte sa touche personnelle, en l'égayant de petites décorations distinctives. Le pain ne va cuire qu'1 heure, mais une fois le four éteint, il y reposera encore pendant 24 heures. Pour le plus grand bonheur de ses habitants, le pain des femmes est encore solidement ancré dans la vie quotidienne de ce bout d'île hors du temps. Retour en France, direction l'Occitanie. En Haute-Corbière, sur les contreforts des Pyrénées-Orientales, nous grimpons vers le village perché de Cucugnan. Il y a une quinzaine d'années, animé par l'envie de retrouver le goût du vrai pain, Roland Feuillas s'est converti en paysan, meunier et boulanger. Après avoir restauré un moulin datant de 1692, il a conçu des recettes de pain issues de farines de haute qualité provenant de variétés de blé anciennes, cultivées en agriculture biologique et moulues sur meule de pierre. Au fil des années, la structure « Les Maîtres de mon moulin » est devenue un point d'attraction majeur du village. Plus important encore, Roland a su fédérer autour de lui des passionnés qui partagent sa recherche constante de pain d'exception. Chaque jour, toute son équipe déjeune ensemble face à la boulangerie et au fournil attenant. Donc il y a bien cette notion d'être en quête de la maîtrise, voilà, ou en tout cas, moi, ce qui me préoccupait, c'était de réunir autour d'un projet un ensemble de maîtres. Très tôt, Roland Feuillas s'est penché sur les variétés de blé primitives, en remontant jusqu'aux fameux croissants fertiles qui partaient de l'Égypte pour longer l'Iran et la Syrie.
Un champ expérimental lui permet de faire pousser les précieuses graines qu'il arrive peu à peu à retrouver. Notre projet avec les maîtres de mon moulin, c'est vraiment de partir de la semence jusqu'à la digestion, c'est-à-dire de prendre tout en compte et de retrouver des goûts aussi et des saveurs oubliées, puisqu'on est sur des variétés anciennes qui ont été cultivées il y a des centaines d'années, voire des millénaires, et dont on a oublié le goût. Saveurs de Grèce, d'Iran, d'Égypte, l'histoire ressurgit de terre. Donc on va commencer la récolte de certains blés anciens, les plus mûrs, c'est-à-dire on va commencer par ceux qui sont secs depuis déjà quelques jours, dans un objectif de multiplication. Fort heureusement, on a des vrais paysans, des grands paysans, des collectionneurs et aussi beaucoup aussi des conservatoires, des espèces de musées du vivant qui ont su conserver un patrimoine génétique. Et donc ces blés-là, comme normalement ils ont conservé d'extraordinaires capacités d'adaptation, pour moi je les définis plutôt comme étant les blés du futur que les blés anciens. On savait reconnaître ce qu'on appelle des phénotypes, c'est-à-dire les caractères visuels qu'on peut détecter par le visuel pour dire « Ah, celle-là, je vais la manger, celle-là, on va la ressemer ». D'accord ? On savait aller trier des épis dans le champ, retrouver les épis caractéristiques, et dans l'épi, aller rechercher les meilleurs grains. Ces virgules-là, cette ondulation qui vraiment est un critère ancestral, quoi. On est proche de la graminée sauvage, avec des barbes aussi assez caractéristiques. Donc là, on peut commencer une sélection positive qu'on appelle, se dire que voilà, là on est sur les caractéristiques de la variété originelle. C'est dans le Gers, à Montaigu-Savès, que Bastien exploite en famille 170 hectares de culture. En ce début juillet, les moissons battent leur plein et les agriculteurs sont très attentifs à l'évolution des épis. Car chaque parcelle est exposée différemment. Donc là, voilà, on est sur la variété blanc de Noé, qui historiquement a grandi, a évolué à l'île de Noé. Donc c'est un blé d'Odessa qui est issu du croissant fertile. Et on le remet à jour, voilà, on le remet à jour, on le remet sur ses terres et il exprime tout son potentiel. Pour moi, ce qu'il y a de plus fort dans le blé, ce qu'il y a de plus fort dans le pain, c'est des notions patrimoniales, c'est des notions d'héritage. Et perdre ce patrimoine-là, c'est perdre un patrimoine culturel, un héritage culturel. Thierry, le père de Bastien, hésite à moissonner ce champ trop humide. Là, ça va être le pain population qu'on appelle. Ce sont plusieurs variétés qui sont semées ensemble, qui vont coévoluer ensemble. Donc c'est une population dynamique. Les épis sont magnifiques et semblent prêts à être récoltés. Ouais, là il paraît pas trop mal, il faut le voir passer par la moissonneuse, mais bon, si on arrive à tout le ramasser, parce qu'en fait il est un peu versé par rapport à la tempête qu'on a eue il y a 15 jours. Voilà. Verdict, la moissonneuse, on va voir. Finalement, Thierry est rassuré. La pluie n'a pas abîmé le blé et la moisson se passe très bien. La machine rejette à l'arrière une bonne partie de la paille. L'idée, c'est de restituer au moins le végétal au maximum en broyant la paille derrière la machine. Donc ça fait un tapis qui va être important dans la fertilité du sol. La plante capte le carbone grâce à la photosynthèse et il est important qu'on le restitue au sol pour avoir un taux de carbone et de matière organique raisonnable dans nos champs. Plus haut, dans la ferme de l'Aouéier, une trieuse finit de sélectionner les grains récoltés la veille. Une tâche fastidieuse mais indispensable avant que les céréales soient transportées à Cucugnan pour la mouture.
celui-ci, c'est une ancienne variété de rouge de Bordeaux. Là, on est sur une parcelle de 4 hectares, 4 hectares et demi, donc isolée par du voisinage bio aussi, en agriculture bio, avec une parcelle bocagère, avec des haies autour. Le rendement a été très correct de cette variété cette année. On est sur des variétés donc, qui sont assez constantes. Au village, les moulins mécaniques conçus par André Astrier tournent en permanence. Leur rotation lente facilite un contrôle rigoureux de l'écartement des meules, associé à un travail sur la pierre qui permet d'obtenir des farines calibrées. Plus, avec ces machines-là, on va faire des farines extrêmement douces, lentes, froides, meilleure sera la farine. On utilise les farines très fraîches, c'est-à-dire qu'ici, on moule le soir et dans la nuit pour pétrir le lendemain matin et cuire le surlendemain. Voilà. Vincent, le boulanger, relance le four à bois, resté chaud pendant la nuit. Ça, j'adore. Ça, c'est du bois de hêtre. Le four, il va monter à 360, presque 380 degrés. Après, on va attendre qu'il redescende. Et quand il est à 265, là, ça va faire des flammes. Là, je peux enfourner. Ici, on n'utilise que des levains naturels. À chaque type de farine, son levain, quotidiennement entretenu ou, comme disent les boulangers, rafraîchi. Donc ça, c'est ma souche pour l'engrain. C'est le reste de levain de la production d'hier. Donc j'ai gardé juste assez pour pouvoir refaire du levain aujourd'hui. Là, je pèse ce qui me restait pour être sûr. Il me reste 600 grammes. Et donc là, je vais redonner de l'eau et de la farine, juste. Hop, 2-3 minutes, juste pour mélanger. Voilà, donc ça c'est mon levain pour aujourd'hui. On va le laisser dormir pendant 4 heures. Et dans 4 heures, on va pouvoir pétrir la pâte avec. Une pour chaque pain, pour l'engrain. Une pour le camut, une pour le levain et une pour le blé de population. Donc chaque pain, ils ont leur levain qui les fait grandir. Là, on est prêt à pétrir les pâtes. Ça fait 4 heures que le levain est fermente. Il a bien poussé. Maintenant, je vais prendre 3 kg. Mélanger avec l'eau et la farine. Un peu de sel. Et le levain là, tu vois, il flotte dans l'eau. C'est qu'il est plein de bulles d'air, qu'il est bon là. Je mets de l'eau à 9 degrés. C'est sûr qu'on pourrait pétrir à la main, ce serait encore mieux. Mais ce qui est important, c'est de faire les choses doucement. Donc même avec une machine, on peut faire les choses doucement, respecter la pâte, de pas de trop pétrir, trop oxyder la pâte. Mais c'est possible de le faire à la main. Donc là, j'ai pétré 3 minutes. Pas besoin de plus. Une des choses les plus importantes pour moi, c'est les températures. De bien respecter les températures de pétrissage pour rester que les levures et les bactéries elles se développent de la façon qu'on veut. Je la mets dans la chambre à 7 degrés. Elle va rester jusqu'à demain, 5 h du matin. Donc ouais, toute la journée au froid, elle va pousser tranquillement. Il y a un grand mystère dans le processus de panification, je dirais presque un grand miracle, c'est la fermentation. Et cette fermentation, elle doit prendre du temps pour qu'il y ait certaines molécules qui opèrent à certaines transformations.
bien sur ce pointage. On va faire des pointages très longs ici de 18 heures, très lents, pour qu'il s'opère un certain nombre de choses et que toute cette combinatoire moléculaire, qui nous dépasse d'ailleurs, parce qu'elle se fait par des organismes vivants qui sont sur Terre depuis bien plus longtemps que nous, 3,4, 3,6 milliards d'années, que sont les bactéries lactiques. Mais je dégaze pas du tout, c'est presque tel quel. Et ça c'est très important parce que ces farines elles sont vraiment, vraiment délicates. Si on les façonne comme un bourrin, ils remontent pas en fait le pain. Là ils vont rester environ 1h30 pour pouvoir repousser un peu, juste avant que je les enfourne. Là ils sont bien au chaud. Une grille différente pour qu'on puisse les reconnaître. Sinon après on s'y perd, hein, parce que chaque pain qu'on fait c'est une variété de blé différente. À la fin de la cuisson, Vincent libère la vapeur d'eau du four. Si la croûte est encore un peu molle, il faut vraiment que ça soit bien cuit parce que ça ramollit encore un peu après. Le mieux on le cuit, mieux il se garde le pain. La croûte ça protège un peu l'intérieur. Là ils sont contents. Ça fait trop plaisir quand on sort le pain du four comme ça. Je me dis, je suis pas venu pour rien ce matin. Oh, il est joli celui-là. Là, il est bien cuit. Quand on met la pâte dans le four est très chaud, il est à 265. Ça pète bien. Et il y a toute la vapeur du pain aussi qui fait cette belle croûte avec la réaction de Maillard. Et on a une chaleur tombante aussi. Donc à la fin, là, le four il est à 210. Donc c'est vraiment tout au long de la cuisson, la chaleur qui descend. Et ça fait cette belle croûte. Tu vois, j'étais gentil avec la pâte me l'a rendu. Eux, encore 2-3 minutes. Ils sont pas prêts. On a des jeunes extraordinaires qui font montre d'une volonté énorme de venir travailler là. J'ai plein d'anecdotes, voilà, de gens qui sont surdiplômés, qui ont été dans des boîtes extrêmement prestigieuses, mais qui veulent rejoindre l'aventure et ce qui se passe à Cucugnan. Un signe qui ne trompe pas. Une longue queue se forme chaque matin devant la boulangerie. Malgré l'isolement du village, les amateurs de pain d'exception viennent parfois de loin pour en profiter. Nous prenons maintenant la direction de l'Italie pour découvrir Altamura, située dans la région des Pouilles, connue pour son pain remarquable. La Mourgée à Altamura est le cœur battant de la production italienne de blé dur, employé pour la fabrication des pâtes. Ce même grain sert aussi à produire le fameux pain d'Altamura, encadré depuis 2003 par une appellation d'origine contrôlée. Il doit être ainsi pétri dans des conditions strictes, à partir de variétés de blé restreintes, d'eau issue de l'aqueduc qui traverse la plaine,
enfin de sel marin provenant des rivages apuliens. Au début de l'été, les moissons sont déjà bien entamées. On récolte plusieurs types de graines, de la Pulo, de l'Arcangelo ou encore du Senatore Capelli. Nous sommes à la limite entre les Pouilles et le Basilicate. C'est une terre dédiée au blé dur, car nous avons un été chaud et sec qui ne nous pose pas de problème particulier. Notre blé mûrit au soleil à 35, voire 40 degrés. Nous travaillons avec le moulin Martimucci. Le moulin va moudre ce grain qui sera amené ensuite à la boulangerie di Gesù, qui possède un des plus grands fours d'Altamura, et ils utilisent donc ce blé. Altamura s'étend dans les terres intérieures des Pouilles, à 50 km de Bari, le chef-lieu de la province. D'abord colonie fondée entre la Haute-Murgia et la Basilicate sous l'Antiquité, la cité occupait déjà la fonction de centre agricole entre les 5e et 3e siècles avant Jésus-Christ. Construite en 1232, la cathédrale qui domine le centre-ville historique en est l'emblème. Aujourd'hui, Altamura est une étape gastronomique réputée, où l'on vient déguster pain frais et focaccia, servis avec le vin rouge local. En 37 avant Jésus-Christ, Horace disait déjà aux voyageurs que la ville offrait le meilleur pain qui existe et leur conseillait même d'en faire des réserves avant leur départ. Le moulin de Martimucci est un des plus actifs des environs. Les grains qui arrivent tout juste de la moisson ne vont pas passer par ces anciennes machines qui datent des années 1950, mais qui sont toujours en parfait état de marche. Dans ce moulin, nous ne travaillons que les blés durs de notre territoire, parmi lesquels nous avons le Senatore Capelli, qui est un blé antique, nous avons un mélange de blé de notre territoire et nous avons aussi de l'épeautre. Le blé, lorsqu'il arrive chez nous, il est nettoyé, humidifié et placé dans des caisses où il va reposer pendant 16 heures et où l'humidité que nous lui avons apportée va être absorbée dans le grain du blé, pour que lorsqu'on arrive au stade du broyage, il ne chauffe pas, mais se brise facilement. Une fois prête, la farine est livrée à la boulangerie di Gesù, aujourd'hui animée par 3 frères, dont le grand-père est à l'origine de la certification AOC du pain d'Altamura. Alors ça, c'est le levain naturel, qui est l'ingrédient principal du pain d'Altamura AOC. Maintenant, il est prêt. Après l'avoir fait fermenter 3 fois, nous allons pouvoir l'utiliser pour le pétrissage final. Le levain a ici un pH d'environ 3, donc il est acide.
Avec ce levain, nous aurons l'outil pour faire monter le pain, pour lui donner de l'arôme et une belle croûte. Autre élément important, en plus du levain, nous ajoutons du sel. Ça, c'est du sel marin de notre région. Nous en mettons à hauteur de 2% du poids total. Avec l'eau de notre aqueduc, ce sont les seuls ingrédients que nous ajoutons. Nous avons 60% d'eau, ainsi pour 10 kg de farine, nous mettrons 6 litres d'eau. Ensuite, nous passons au pétrissage pendant environ 25 minutes, à la suite de quoi la pâte sera prête. Comme on peut l'observer, c'est assez souple parce que nous avons plus de 60% d'eau dans le mélange. Maintenant, la pâte a reposé, elle est montée, elle a fermenté depuis au moins 1h30. Nous allons pouvoir faire le premier façonnage. Nous avons fait le deuxième façonnage, nous avons encore attendu 20 minutes et nous allons donc pouvoir enfourner le pain. Le four à bois est le plus grand de toute la région. La pâte est prête pour être enfournée. Ce matin, nous allons donner au pain la forme haute. Selon nos règles de production, le pain d'Altamura peut avoir deux formes. Une forme basse ou une forme haute. Ça, c'est la forme haute, aussi appelée alta ou squanette dans notre dialecte. Le four chauffe à 260 degrés environ 1 heure. Aujourd'hui, nous produisons ce pain comme cela se faisait auparavant. Bien sûr, la technologie a évolué, mais la recette, son élaboration manuelle et surtout la passion demeure celle de mes ancêtres. Buongiorno, Mina, Peppino, buongiorno, buongiorno Mina, Peppino, buongiorno. Allora, ragazzi, il pane appena sfornato. Toutes les grandes tables de la région comptent sur la livraison du matin pour offrir aux clients un pain encore chaud lors du service du déjeuner. Oggi sono stato più bravo degli altri giorni. Che bontà, che bontà. Nous quittons le sud italien pour gagner le Jura suisse. À Reconvilliers, qui surplombe le lac de Neuchâtel, le boulanger Olivier Hoffmann propose lui aussi des pains qui valent le détour. Olivier rend visite à Élie Grosjean, qui cultive une parcelle à Saules, un village perché à 730 mètres d'altitude.
À la mi-août, le champ d'engrain, aussi appelé petit épeautre, n'a pas encore été moissonné. C'est un grain des premiers blés domestiqués par l'homme. Il y a à la sortie du néolithique, là, il y a 6-8 000 ans, 10 000 ans peut-être dans certaines régions. Et il n'a pas changé, c'est le même. Il n'a quasiment aucune modification génétique parce que personne ne s'en est vraiment occupé. Donc on n'a pas fait de croisement, on ne l'a pas trop trafiqué au laboratoire. Il est identique à ce qu'on avait avant. Alors il faut que la majeure partie des épis soient mûrs, ou la totalité des épis soient mûrs. Et puis les dernières heures avant la récolte, on décortique quelques grains. Et puis moi je les croque. Et puis c'est sous les dents que je sais, qui me donne l'impression d'avoir le bon taux d'humidité. Les blés modernes, ils sont tous à la même hauteur, 80 cm, souvent régulateurs de croissance. Ici, il y en a des hauts, des bas, il y en a... On sent qu'il y a de la vie dans ce champ. Quand on a commencé à vouloir faire de l'engrais, on ne s'imaginait pas qu'on aurait des champs comme ça, et puis qu'on aurait une telle demande. Et voilà, c'est magnifique. Là, il est un petit peu couché. Il ne faut plus attendre, en fait, il faut le prendre. Dès le lendemain, Élie convoque la moissonneuse d'un village voisin. De tenir depuis la semence, la préparation du sol, le semis, le regarder pousser, évoluer, la récolte, le stockage, le tri. C'est moi qui amène le grain à Olivier pour la mouture, je discute avec lui quand il met son moulin en marche, et puis je croise des clients qui sortent de la boulangerie. Je trouve que ça donne un sens et une valeur non pécuniaire, mais une valeur morale, sentimentale au travail que l'on accomplit. En contrebas du champ, dans la ferme d'Élie, le grain est décortiqué et trié. Au sortir du champ, de la moissonneuse-batteuse, c'est tous des petits épillets comme ça. Et puis l'engrais a un grain par épillet. Et l'étape suivante avant la mouture, c'est de sortir le grain de l'aglume. Et c'est une étape qui doit se faire, si possible, sans blesser le grain. Voilà, une des particularités, c'est comme on va moudre ce grain sur une meule de pierre, on va avoir la totalité du germe dans la farine. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des farines industrielles. Aujourd'hui, les minoteries, ils enlèvent le germe des céréales pour des raisons de conservation, parce qu'il y a une telle mécanisation que le germe contient de la matière grasse et la farine risque de rancir. À Reconvilliers, dans le fournil de sa boulangerie, Olivier s'apprête à moudre le grain d'Élie à l'aide du fameux moulin à strier. Depuis 1882, il est la 4e génération à perpétuer le savoir-faire. Si on achète une farine industrielle, on ne sait pas qui l'a produite, c'est un mélange de différents producteurs. C'est pas du tout pareil. On est dans la même dynamique que le vin. Le vigneron, il fait le vin avec ses propres raisins. Alors le levain, effectivement, le levain c'est très important. C'est ce qui va faire pousser le pain, ce qui va donner le goût au pain, ce qui va donner la conservation au pain et ce qui va faciliter les substances nutritives qu'on trouve dans la farine. Donc on va rafraîchir le levain pour faire le pain pour demain matin.
Le levain, c'est uniquement de la farine et de l'eau au départ. Et quand elles se seront nourries, ces bactéries et ces levures, elles vont produire du gaz carbonique. C'est ça en fait qui nous intéresse. Le gaz carbonique va faire développer le pain, c'est ce qui va faire pousser le pain, ça va être retenu par le gluten. Et puis d'un autre côté, l'acidité, elle va profiter au goût du pain, à sa conservation et à toutes ses valeurs nutritionnelles. Donc ici, on a notre levain qui est prêt. Il vient d'être nourri, on va le laisser fermenter pendant environ 3 heures, 3 heures et demie. Comme ça, il va se développer. Voilà, on va le mettre 28-30 heures. Je pense que le levain naturel, c'est la main de l'artisan. Chaque artisan a son propre levain, ça donne un goût particulier. Ce levain-là, il a peut-être 7-8 ans, je ne sais pas exactement. La préparation de la pâte est affaire de précision. Chaque ingrédient est pesé avec soin. Donc là, on a de l'eau quasiment à 0 degré. Tu vois, elle commence à geler en surface. On va mettre de l'eau très froide, ça va saisir tout de suite la protéine et ça va permettre de réduire le temps de pétrissage. Il faut vraiment très peu mélanger. Là, nous, on pétrit même pas, on mélange 2 minutes et c'est suffisant. Moins on le touche, mieux c'est, comme n'importe quelle matière première. Moins on la tripote, moins on la travaille, mieux c'est. On évite beaucoup d'oxydation et l'engrais en particulier, il est très délicat parce qu'il a très peu de gluten, un gluten très délicat. On va la laisser reposer 2 heures à température ambiante. Et ensuite 18 heures au froid, à 5 degrés. On voit la belle couleur jaune, hein, typique de l'engrais. L'épeautre, si on regarde déjà la consistance, hein, on voit que là on a vraiment une pâte élastique, bien pétrie avec du gluten. Si on veut faire la même chose avec l'engrais, c'est juste pas possible, ça casse. Il n'y a que 7% de gluten dans l'engrais, très peu. C'est pas du tout la même consistance. Tous les matins, Olivier est debout à 2h30. Premier sur les lieux, il commence toujours par allumer son four à bois. Ses apprentis le rejoignent quand vient le moment de sortir et façonner la pâte. Je préfère travailler la pâte quand elle est froide, elle est moins collante. Avant d'être enfournée, la pâte va de nouveau reposer dans la chambre froide. Voilà, là on est à 400 degrés, 410. Donc on va pouvoir enfourner, on va le laisser retomber un petit peu. Le four à bois, on doit l'apprivoiser, il faut le comprendre. C'est surtout une redécouverte, c'est un contact avec le pain, c'est une cuisson particulière. Ça fait partie de l'image du pain aussi. Cuit au feu de bois, il a un peu plus de croûte, il est un peu différent. Il se conserve mieux aussi. Du fait qu'il a un peu plus de croûte, il sèche moins vite. Il y a tout le charme d'enfourner à la pelle, on est en communion avec le pain. Si on le met sur un tapis enfourné et on le pousse dans le four, c'est pas pareil. Là.
Et ici, ce moment, le petit matin, quand on enfourne, c'est toujours c'est magique. La céréale préférée d'Olivier reste bien sûr l'engrain, le petit épeautre. Alors il a tous les acides aminés, c'est les 21 acides aminés dans les 9 essentiels, donc pour la vie c'est vraiment ce qu'on fait de mieux. Je pense que si on est végétarien et qu'on se passe de viande, il faut on doit manger des végétaux qui ont les 9 acides aminés, il n'y en a pas beaucoup. Ici, l'engrais, c'est un des seuls. On a mis un peu jaune, toute la carotène. C'est Batavia. Batavia, et puis il faut 2 levains. Voilà, alors le boulanger, je pense qu'il y a beaucoup de techniques en boulangerie aujourd'hui, mais il faut se reconnecter au terroir, il faut remettre les pieds dans la terre. Ça, c'est très important. Ce voyage nous aura fait découvrir la noblesse et la complexité des saveurs d'un produit pourtant quotidien, qui honore des passionnés respectueux d'un savoir-faire ancestral.